Échapper à l'impôt, l'évasion fiscale, une motivation commune aux bouchers stars, aux milliardaires et aux dictateurs enrichis sur le dos de son peuple, ce qui explique la ruée sur les paradis fiscaux, au premier rang desquels le Panama donc. Pourquoi les évadés fiscaux ont-ils toujours une longueur d'avance sur ceux qui les combattent? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. C'est une interview qui a donné des sueurs froides hier au Premier ministre islandais. Mr. Prime Minister, have you or did you have any connections yourself to an offshore company? Myself? No. Well. Une hésitation et un gros malaise. Le Premier ministre islandais est soupçonné d'avoir caché avec son épouse des millions de dollars dans un paradis fiscal. Ce Premier ministre dans l'embarras est l'une des 140 personnalités épinglées par une vaste enquête dans le monde opaque de la finance offshore et des paradis fiscaux. Le consortium international des journalistes d'investigation, qui regroupe une centaine de médias, a eu accès à plus de 11 millions de documents. Il révèle les placements soigneusement cachés par des orfèvres de la transaction garantie intraçable. Au cœur de ce scandale, la société Mossack Fonseca au Panama. Les documents remis à la presse par un intermédiaire discret proviennent de ce cabinet d'avocats assailli par les journalistes depuis hier. Le scandale du Panama Papers révèle à l'échelle de la planète un vrai savoir-faire pour déjouer les réglementations et échapper à l'impôt. Pourtant, ces dernières années, le G20 avait déclaré la guerre aux fraudeurs. Les paradis fiscaux, le secret bancaire, c'est terminé. Des progrès spectaculaires ont été faits en la matière. Les fraudeurs semblent pourtant avoir toujours un coup d'avance sur les tentatives de régulation mondiale. Comment contrecarrer ces tricheurs en col blanc ? Bonsoir à tous les trois. Christian Chavagneux, bonsoir. Vous êtes éditorialiste à Alternative Économique. Vous êtes l'auteur de cette BD, Les Aventuriers de la Finance perdue. Co-auteur avec James. Hein. Bien sûr, mais ça tombe bien quand même, avouez. Paru le 30 mars 2016 aux éditions Casterman. Et vous considérez que la présence de dirigeants de pays émergents ou de sportifs sur les listes des Panama Papers, comme on dit, ne constitue absolument pas une surprise. Nous ne sommes qu'au début d'une remise en cause décisive du système. Ce sont vos mots. À côté de vous, Éric Pichet, bonsoir. Vous êtes économiste, spécialiste de la fiscalité. Vous avez un cabinet ? Professeur à Catch Business School. Oh ben voilà, donc vous n'êtes pas du tout dans cette activité d'aider les uns et les autres à faire de l'optimisation fiscale, on est d'accord ? Je les forme. Vous l'avez fait ? Ah, vous les formez, d'accord. Alors, vous dites qu'il faut être patient. Des mesures contre la fraude fiscale sont en train de se mettre en place, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts car il s'agit de relations internationales. Et enfin, Manon Aubry, bonsoir, vous êtes responsable justice fiscale et inégalité à Oxfam France. C'est une ONG. Selon vous, ces révélations ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. Pourtant, elles sont énormes. Les dirigeants politiques qui avaient annoncé la fin des paradis fiscaux peuvent manger leur chapeau. On démarre avec une question assez acerbe une question d'un spectateur. Oui, la voici. Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il sorti le Panama de sa liste des paradis fiscaux? Christian Chavagneux, effectivement, en 2012, le Panama est sorti de la liste française des paradis fiscaux. Qu'est-ce qui s'est passé? La liste française, elle est tout à fait réduite. Il y a très peu de monde déjà sur cette liste. Il y a pratiquement plus personne. D'ailleurs, si on en croit le gouvernement français, il n'y a plus de paradis fiscaux. Il reste six pays. Ce sont des tout petits pays de rien du tout. Il faut savoir que le Panama, c'est un tout petit paradis fiscal. On a beaucoup d'informations, mais d'un tout petit pays. Juste si je peux me permettre d'ajouter un petit mot là-dessus. On espérait. On se concentre beaucoup sur le Panama parce que la société mise en cause est basée au Panama. Ouais. Mais en réalité, il y a 21 paradis fiscaux qui sont inclus dans cette étude. Donc 21 pays dans lesquels des sociétés écrans sont créées. Et dans ces pays-là, on retrouve des pays comme le Luxembourg. Tiens, il avait la présidence de l'Union européenne jusqu'en décembre dernier. Mais on s'en souvient. Voilà, la question ne tourne pas qu'autour du Panama. Très bien. Ça promet. Le chiffre du jour, Vincent ? Et oui, 214 488, je n'ai pas pu l'apprendre par cœur, c'est trop précis. C'est le nombre de sociétés écrans, une véritable industrie dans ce cabinet Mossack Fonseca, donc créé en moins de 40 ans. On a l'impression qu'il en crée plusieurs par jour. Ces sociétés écrans servent à masquer les avoirs, à dissimuler à travers toute une mécanique très sophistiquée. C'est un tout petit État, on l'a dit, le Panama. Pourquoi on n'arrive pas à
changer cette pratique, à le faire plier en quelque sorte? Tous les autres paradis fiscaux ont craqué. Le Panama est le dernier qui résiste aujourd'hui. Quel est son secret? Le Panama, en fait, il dépend depuis 1919, 1927, ça c'est les deux grandes lois qui vont lui permettre de devenir un paradis fiscal. Depuis, il a explosé, son économie dépend tout simplement, essentiellement de cette capacité de cette offre de produits financiers sophistiqués, d'opacité. Et donc, s'il craque là-dessus, il fait craquer son économie. C'est pour ça qu'il résiste beaucoup. C'est pour ça qu'il se cramponne. Mais Éric Pichet, est-ce que sur ces listes, sur ces 11,5 millions de fichiers qui ont été décryptés par tous ces journalistes, il n'y a que des fraudeurs? Non, pas forcément. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre s'il n'y a pas que des fraudeurs? Il y a des gens qui font quoi? Si c'est pas de la fraude. Il peut y avoir un intérêt à utiliser une société offshore lorsque, par exemple, on travaille avec la Chine ou avec d'autres pays dans lesquels on doit avoir des partenaires qui n'apparaissent pas officiellement. Donc ça, il y a un certain nombre de grandes entreprises. Donc des hommes de paille, des gens qui font écran un peu. Globalement, à 90%, il y a de la fraude, ça c'est clair. Mais il peut y avoir également l'utilisation de ces outils. C'est une technique en fait, c'est une technique financière. Et c'est ce que disent les banques françaises d'ailleurs. On a besoin, pour avoir des clients chinois, et Dieu sait si maintenant il commence à y avoir des clients chinois très très riches, on a besoin, presque par culture, de ces outils financiers-là. Pas seulement pour les personnes physiques, également pour pouvoir travailler avec des sociétés étatiques d'un certain nombre de pays. Bon, il y a une autre raison pour laquelle le Panama marche bien aussi, c'est que ça arrangeait tout le monde finalement, puisque l'ensemble de l'argent sale de la planète pouvait, et notamment les personnes qui sont au pouvoir, pouvaient placer leurs avoirs, directement ou indirectement. Les personnes qui font pouvoir, vous faites allusion aux hommes politiques qui font la une du Monde ce pays, soir, Poutine, Bouteflika, Mohamed VI, etc., entre autres. Exactement, oui. Quand vous entendez ça, Manon Aubry, il y a 90% de fraude, mais il y a aussi une utilisation diplomatique, comme le dit votre voisin. Ça vous semble satisfaisant? Moi, je dirais même qu'il n'y a pas 90% de fraude, il y en a même moins que ça, et c'est tout l'enjeu, c'est qu'on est à la frontière du légal et de l'illégal. C'est difficile de déceler à partir des informations disponibles. Ouais. Il y a une zone grise et on est vraiment à la frontière entre les deux. Aujourd'hui, il est possible, dans le système fiscal international, de se soustraire à son obligation de payer des impôts, le tout de la manière la plus légale possible. Alors quand vous êtes un riche fortuné, pourquoi ne pas le faire? Ça a beau être immoral, tant que ça restera au sein de la légalité et que vous ne serez pas poursuivi, y compris pénalement, avec une répression pénale, pourquoi ne pas le faire? Et c'est là tout l'enjeu. C'est très important d'expliquer la mécanique, parce que là, vous l'avez laissé entendre, en fait, il n'y a pas simplement un client d'un côté et puis ce cabinet panaméen de l'autre. Entre les deux, il y a qui entre les deux? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a ce que révèle cette enquête, c'est un peu toute la chaîne de l'évasion fiscale. Ouais. On en a encore assez peu parlé dans ce scandale, c'est notamment le rôle que jouent les banques comme intermédiaires. Donc là, dans le top 10... Banques françaises compris les banques dans françaises. Le top 10 des banques qui... Il y en a une là déjà. Voilà, dans le top 10 des banques françaises qui facilitent le plus ce système, on retrouve une filiale luxembourgeoise de la Société Générale. Et cette filiale luxembourgeoise de la Société Générale, elle joue le rôle d'intermédiaire qui met en contact des clients fortunés avec le cabinet qui après vont créer des sociétés écrans. Et c'est bien là l'importance un petit peu du rôle que jouent les banques. Nous, on avait déjà étudié le rôle des banques dans les paradis fiscaux et grande surprise, la Société Générale elle réalisait le pays dans lequel elle réalisait le plus de bénéfices, c'était le Luxembourg. Le Luxembourg. Il y a aussi UBS, HSBC qui ont déjà été visés par un certain nombre d'enquêtes. Il y a 511 banques en tout, en général, qui participent à cette opération. Elles sont toutes situées au Luxembourg. La première, c'est une banque luxembourgeoise. Donc, est-ce que c'est la Société Générale qui pose problème ou est-ce que c'est le Luxembourg le pays qui pose héberge? C'est quand même, on est au sein de l'Union européenne. On a un pays fondateur de l'Union européenne et on a le Luxembourg qui nous pose quand même un énorme problème. Ce cabinet, en plus, c'est un parmi beaucoup d'autres. Alors, c'est un très gros, mais le Panama ne se résume pas au cabinet Fonseca. Un parmi beaucoup d'autres Panama qui est un parmi beaucoup de paradis fiscaux et un petit paradis fiscal, il faut le souligner. On évoque donc la manière dont, oui ou non, les États qui hébergent les fameuses banques réagissent ou pas. Faites-nous entendre, François Hollande. Oui, le président français réagit immédiatement, il n'a pas perdu de temps. Et lui, il est très content. Regardez-le. Ces informations, ces révélations confirment qu'il est possible de lutter contre la fraude fiscale. Et toutes les informations qui seront livrées donneront lieu à des enquêtes des services fiscaux et à des procédures judiciaires. Une réaction martiale faite ce matin, immédiatement. Si vous voulez mon avis, l'administration fiscale française dispose déjà des informations depuis plusieurs mois et les enquêtes ont déjà été menées. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ça s'est passé en Allemagne. L'Allemagne, en tout cas, disposait déjà... L'Allemagne a acheté une petite partie du fichier. Je pense que le Panama, il n'y avait pas d'informations en décembre dernier. Or, la France, tout d'un coup,
décide fin décembre de mettre le Panama sous surveillance. Alors, on regarde partout, moi je regarde, je trouve aucune information. Et là, comme par hasard, 3 mois après, je m'aperçois que la France avait peut-être des informations. Je suis persuadé que les enquêtes ont déjà été menées. Éric Il vaut mieux Pichet, d'ailleurs. Vous corroborez cette analyse ? Je ne sais pas si elles ont été commencées ou pas, ces enquêtes, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a tous les outils en France pour maintenant traquer les fraudeurs avec les lois sur la fraude suite à l'affaire Cahuzac, etc. Donc on dispose, l'administration fiscale dispose d'une panoplie d'outils qui vont permettre de récupérer, faire payer des amendes, récupérer de l'argent. En France ? En France, oui. Ambry, vous pensez aussi qu'on a suffisamment de choses? Donc, parce que là, on voit bien l'information, elle est en train d'arriver, l'information. Bercy a demandé, en tout cas aujourd'hui, la communication de tous ces fichiers. Donc, ils veulent aussi pouvoir les analyser, mais ce qui veut dire quand même qu'il y a un trou. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas. Est-ce qu'il y a assez d'outils ? 2 éléments de réponse là-dessus. Le premier, c'est sur est-ce que les outils sont nécessaires pour poursuivre les fraudeurs, les individus. On a quand même un problème en France, c'est ce qu'on appelle le verrou de Bercy. C'est le monopole du ministère des Finances à poursuivre en justice quelqu'un qui fait de la fraude fiscale. C'est-à-dire que c'est le ministère des Finances qui choisit s'il poursuit un tel ou un tel. Ce n'est pas la justice qui se saisit du dossier. C'est un problème d'indépendance ? C'est un problème d'indépendance et c'est un problème qui donne lieu à peu de poursuites, des négociations et au final... Regardez-le, votre voisin. Il n'est pas d'accord. Il fait la moue. Si je peux me permettre juste un deuxième élément là-dessus, sur pourquoi l'arsenal est encore faible, c'est que derrière, on parle Michel Platini, etc., mais on parle assez peu du rôle d'intermédiaire et de facilitateur de la Société Générale, du cabinet d'avocats, etc. Quelles poursuites vont être entreprises contre Il y a une ceux qui chaîne font de à l'origine responsabilité, de ce système-là? Oui, c'est ça. Pour le moment, bizarrement, on a peu de réponses là-dessus. Éric Pichet, d'abord sur le verrou de Bercy. Le verrou de Bercy, il existe bien sûr, mais il faut bien comprendre quand même que la fiscalité, elle a d'abord un objectif, c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Donc parfois, pour les petites fraudes, les fraudes qui sont inférieures à 100 000, 200 000 euros, des choses comme ça, il peut être plus intéressant d'un point de vue budgétaire, de négocier avec le fraudeur plutôt que négocier quoi ? De négocier tout simplement. Voilà, vous avez à payer, vous avez une amende de 40%, de 80%, on va vous faire une amende de 30%, vous payez tout de suite. Oui, mais là, on parle pas de petits fraudeurs à 100 000 euros. Non, mais c'est pour ça, je pense que le verrou de Bercy, il n'est pas absurde du tout. Après, compte tenu des enjeux, de toute façon, dès que ça va devenir public, je doute que la commission des infractions fiscales C'est un dernier mot sur le verrou de Bercy. Le Sénat a voté de manière très intéressante un amendement qui supprime le verrou de Bercy. Le Sénat qui est majoritairement à droite. Qui est majoritairement à droite, contre l'avis du gouvernement la semaine dernière. D'accord. Alors, Nadia, vous allez nous parler des lanceurs d'alerte. Et oui, les lanceurs d'alerte, c'est peut-être la preuve que la société civile elle fait mieux que les gouvernants. On en a la preuve là, puisque là, a priori, on a affaire à un lanceur d'alerte, donc une personne anonyme qui a livré ces informations sans contrepartie financière. Et ça soulève encore une fois la question de la protection, ou plutôt d'absence de protection de ces lanceurs d'alerte. Et on en connaît une qui s'appelle donc Stéphanie Gibault, qui a fait la douloureuse expérience de cette absence de protection. C'est donc une ex-employée de la banque UBS. Elle avait révélé en 2008 les mécanismes d'évasion fiscale qui étaient mis en place par son employeur. Elle a été harcelée, placardisée. Et alors aujourd'hui, elle n'a plus d'emploi, elle n'a plus d'argent, elle n'a aucun soutien de l'État français, qu'elle l'accuse de l'avoir abandonnée. Et là, on ne parle même pas des lanceurs d'alerte de l'affaire LuxLeaks qui s'apprêtent à être jugés, qui vont d'ailleurs peut-être finir en prison. Et on nous dit aujourd'hui en France que tout ça, ça va changer grâce au projet de loi Sapin 2 sur la transparence de la vie économique, donc qui est examiné en ce moment et qui prévoit donc la création d'un statut pour les lanceurs d'alerte avec par exemple le remboursement des frais de justice et la possibilité de témoigner anonymement. Est-ce que ça suffit, Manon Ambry ? Parce que là, on nous dit vraiment que on va les protéger. Alors pour le moment, ce qui est prévu dans le texte de loi qui a été présenté au Conseil des ministres la semaine dernière, la protection est très faible. Elle ne prévoit pas un statut unique. Il y a même une incohérence entre le dossier de presse et le contenu même de la loi. Pour le moment, on n'assure pas une véritable protection juridique à ces lanceurs d'alerte. Le champ d'application est très restreint. Et par exemple, quelqu'un comme Antoine Deltour, qui est la personne qui a révélé le scandale de LuxLeaks, ne serait pas concerné par le statut. Ceci étant dit, je pense que ce scandale va quand même, j'espère, soulever un débat au moins à minima à l'Assemblée nationale et qu'on va aller vers une protection plus large des lanceurs d'alerte. Parce que quand même, il faut remettre en contexte, Antoine Deltour, LuxLeaks, il va être jugé à la fin du mois d'avril. Il risque 5 ans de prison ferme. 5 ans de prison ferme pour avoir révélé la réalité sur un scandale. Est-ce qu'il y a des pays qui les protègent mieux que nous, ou mieux que l'Europe en tout cas? Aux États-Unis, ils sont rétribués même. Il est allé en prison et il a fait 3 ans de prison, il a récupéré 50 millions de dollars. Voilà. Ouais. Bon, donc il n'a plus de problème, disons, pratique. Alors quand même, on a l'impression que les choses ont bougé. Depuis la crise de 2007-2008, Christian Chavagneux, il y a eu une prise de conscience internationale, la mobilisation du G20, de l'OCDE, des directives européennes, la fin du secret bancaire suisse.
Tout ça va dans le bon sens. Tout ça va dans le bon sens. C'est la première fois depuis un siècle qu'on essaye d'établir des lois au niveau international pour contrôler la fiscalité d'un monde mondialisé. C'est vraiment la première fois. Ça va dans le bon sens. C'est pas un rideau de fumée. Je sais que j'ai une petite négociation avec Manon et les autres ONG qui disent que c'est un rideau de fumée. Non, je pense qu'on avance vraiment. C'est pas le changement complet du monde, comme dit l'OCDE, comme disent l'OCDE et le G20. On est entre les deux. Vraiment, c'est la première fois qu'on le fait depuis très longtemps. Ce que je trouve intéressant, c'est que le G20 a dit on met en place tous les filets de protection. Il y aura sûrement des trous, mais en 2020, on se remet tous autour de la table. On regarde s'il y a des trous dans le filet. Les membres du G20, l'OCDE, qui est le bras armé, le bras technique, on se met tous autour de la table, nous membres du G20, et s'il y a des trous, on essaye de les boucher. Oui. Et je crois que c'est pas pour des questions morales, c'est fondamentalement pour des questions budgétaires. Puisque depuis la crise de 2008, tous les États sont en déficit, donc ça tombe très bien. On est en train de se dire, on va chercher l'argent là où il est. Chercher l'argent. Et là, il n'y aura pas de choix. Les fraudeurs n'auront pas d'autre solution que d'aller à la cellule de dégrisement de Bercy qui existe, par exemple, pour les fraudeurs en suisses. France, en 2014, ils ont récupéré 1,9 milliard, c'est ça, et en 2015, 2,6 milliards. Oui, 2 milliards. L'évasion fiscale, c'est 40 à 60 milliards en France, l'évaluation. Et au niveau européen, 1 milliard par an. C'est une estimation. C'est toujours très compliqué parce que par définition, on ne le sait pas. On n'a pas les informations complètes, donc ce qui prouve aussi l'importance de la transparence. Et c'est le premier enjeu quand il s'agit de lutter contre l'évasion fiscale. Et là-dessus, c'est aussi pour ça on garde un regard critique des avancées de l'OCDE pour deux raisons. La première, c'est que ce sont des règles qui sont édictées par les pays les plus riches et donc ils le font dans leur intérêt. L'évasion fiscale, c'est un peu le dilemme du prisonnier. C'est si tout le monde ne coopère pas, moi j'ai intérêt dans mon coin à faire ma mesure d'évasion fiscale pour attirer les multinationales. Et la deuxième, c'est lié surtout, au moins dans un premier temps, aux enjeux de transparence. On le voit bien, là, le fait que ce soit jeté en pâture, en quelque sorte, au moins dans l'espace public, ces informations, il y a une mobilisation des médias, de l'opinion publique, qui va demander des comptes aux responsables politiques et aux entreprises et aux individus. Et la transparence joue un effet dissuasif important, et c'est bien là l'enjeu aujourd'hui, rendre ces informations disponibles de manière obligatoire, et on n'y est pas encore. La transparence, elle est a priori dans les directives européennes. Aujourd'hui, un État qui conclut avec une entreprise un accord particulier doit le faire savoir aux États voisins. Ça, c'est pour les rescrits fiscaux, c'est pas public. C'est pas public pour les rescrits fiscaux. Il y a un reporting pays par pays, c'est-à-dire une obligation pour les entreprises de communiquer leurs activités dans les paradis fiscaux. Ce n'est pas public non plus. On va voir. Ça devrait l'être ? Ça devrait l'être. Les États le savent, mais ça n'est pas. On attend beaucoup la loi transparence pour ça. Ouais. Donc il y a quand même un vrai enjeu de publicité aujourd'hui et en la matière, les réponses politiques demeurent sans publicité totale, vous pensez qu'on n'avancera pas ? Et non seulement on n'avancera pas, Éric Pichet, mais le contribuable basique que nous sommes tous peut se sentir totalement lésé et considérer que... Oui, absolument. Donc pour accentuer le consentement ou pour rétablir quelque chose de l'ordre du consentement à l'impôt... Il ne faut quand même pas oublier, c'est que tout ça, à la base, c'est les évolutions technologiques qui ont permis ça. Les 11 millions de fichiers, jamais ça aurait pu sortir il y a 15 ou 20 ans. Ouais. Bon, à partir de là, il y a les associations, le besoin de transparence qui fait qu'on a conscience des problèmes. Et dans les États démocratiques, on peut prendre les mesures. Maintenant, dans les États qui ne sont pas démocratiques, la seule chose qui jouera, c'est le rapport de force. Quand vous avez les 20 plus grandes puissances mondiales qui sont contre vous, vous ne pouvez pas tenir longtemps. Même Poutine ? Poutine, oui. Il fait partie du G20. Ouais. Officiellement, il est avec le G20. Ah oui, c'est plus compliqué. Ouais. Alors, on va revenir un petit peu sur les avocats fiscalistes panaméens de la fameuse société Mossack Fonseca qui, depuis 1977, ont créé des centaines de milliers de sociétés. Quelle vitalité! Thibault Nolte est allé enquêter, lui aussi, c'est bang bang. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis qu'éclate le plus gros scandale de blanchiment d'argent jamais exploité par des médias, un cabinet d'avocats est au cœur de l'affaire. Alors, faut-il noircir Mossack Fonseca ? Mossack et Fonseca sont les Dolce et Gabbana de la haute finance opaque. Deux fiscalistes panaméens unis depuis 1977 pour façonner l'un des plus grands créateurs de sociétés offshore au monde. Deux fiefés gredins qui ont dédié leur vie à planquer l'oseille de remarquables crapules. Alors, vieil escroc, toujours aussi malhonnête ? Ah, tu vois, je me maintiens. Et toi, vieille pourriture. Jürgen et Ramon ont lavé, rincé, séché un Danube, que dis-je, un canal de Panama d'argent sale déversé par des couards fiscaux du monde entier. En effet, au Panama, pays bidon créé en 1903 par Roosevelt au bénéfice de puissants banquiers, le blanchiment est une vraie sous-culture. Né d'un officier de la Waffen-SS émigré au Panama après la guerre, d'où il dénonçait d'anciens nazis ayant viré Coco, Jürgen Mossack a fait son droit à Londres. Ramon Fonseca, ancien juriste à l'ONU, ancien chef du parti au pouvoir, est aussi romancier à succès. C'est à quel nom ?
Bachar. Alors Bachar, faut pas avoir peur du sang, hein, mon petit Bachar, ok? Allez, bonne journée. Pour leur défense, les 2 magiciens du dollar qui ont déjà trempé dans le scandale brésilien Petrobras dénoncent un crime. Car chez eux, le secret bancaire est garanti au point de criminaliser sa divulgation. Dans le grand secret story mondial des escrocs, Jürgen et Ramon sont désormais attendus au confessionnal. Ouais, bien vu Thibault Nolte. Christian Chavagneux, la parade des deux conseillers fiscalistes, là, c'était « Nous sommes comme des constructeurs automobiles, nous ne sommes pas responsables de la façon dont conduisent les automobilistes ». Ce sont des intermédiaires qui nous ont amené des clients. Nous, on fait confiance à des intermédiaires. Ce sont toutes les plus grandes banques de la place, 511 banques en général. Donc on voit bien que la lutte contre les paradis fiscaux, ça doit passer par la lutte contre ces intermédiaires, ces professionnels du droit et du chiffre, ces juristes. Un paradis fiscal, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc juridique, je parle d'un côté. J'allais dire, vous en avez un à côté de vous. De fiscalité. Vous touchez des revenus, vous touchez des profits dans un endroit et vous utilisez un truc juridique pour les enregistrer et donc les faire contrôler et taxer dans un autre. L'argent n'est pas au Panama, l'argent n'est pas au Luxembourg, en Suisse. L'argent passe pas. L'argent passe pas. Il est à Londres, il est à Paris, il est à Tokyo, il est à New York. Quand même, le Luxembourg joue, Éric Pichet, un rôle clé. Aujourd'hui, le Luxembourg, c'est quand même un pays membre fondateur de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il faut demander aujourd'hui au Luxembourg ? Je crois que la Commission européenne l'a demandé, mais ça va prendre un peu de temps compte tenu du poids qu'ont certaines personnalités luxembourgeoises. Bon, mais ça va se faire. C'est-à-dire que le président de la Commission, qui est à l'origine des rulings, pour lui forcer un peu la main. La Commission européenne est en train quand même de dire que les pratiques fiscales du Luxembourg sont sûrement illégales, parce que souvent ces conseillers nous disent mais attendez, c'est peut-être immoral, mais c'est pas illégal. La Commission européenne est en train de nous dire ça n'a pas été testé devant les tribunaux, donc peut-être que si quelqu'un se plaignait, ce serait illégal. Et 2, nous, au regard des traités européens, on dit que c'est illégal parce que le traité européen de concurrence. Voilà, c'est la concurrence sur le fait de la distorsion de concurrence. C'est un élément important parce que expliquez-nous ça. Il le considère sous l'angle de la distorsion de concurrence. En d'autres termes, certaines entreprises ou certains particuliers peuvent bénéficier de ces mécanismes et pas les autres. Et si jamais tous les pays offraient ces mécanismes-là, en gros, si tout le monde faisait de l'évasion fiscale, ce ne serait pas un problème de concurrence. Donc la base de la concurrence comme arme juridique est très faible parce qu'elle mesure juste les différences entre les pays et les entreprises et elle ne va pas assez loin dans le sens de est-ce que c'est finalement un mécanisme fiscal dommageable auquel il faut mettre fin si on veut vraiment prendre à bras-le-corps le problème de l'évasion fiscale. Oui, mais en attendant, ils utilisent cet outil parce qu'il existe. Oui, c'est le seul actuel au niveau européen. Éric Pichet, des proches de Vladimir Poutine et des proches apparemment de Xi Jinping auraient émis une critique, on s'en doute bien, à l'encontre de ces révélations en disant il n'y a pas d'Américains sur les listes, c'est biaisé, il y a une manipulation géopolitique. D'abord, y aura-t-il des Américains mécaniquement ou nécessairement qui vont apparaître ? Ça paraît logique, oui. D'une manipulation ? Vous savez, c'est la communication habituelle, donc il ne faut pas être extrait. C'est la théorie du complot. Voilà, la théorie du complot, maîtrise des médias et de la communication. Christian Chavagneux. Manipulation, non. Moi, la réponse qu'on m'a donnée, c'est qu'il y a peu en fait de médias américains qui a voulu se plonger dans l'ensemble de ces fichiers et faire le travail qu'on fait les médias européens et s'associer avec le consortium pour faire le travail. Mais qu'il y aurait des noms. On trouve des gens du Nevada, des gens du Wyoming. Donc, Barack Obama, quand même, la semaine dernière, a fait quelque chose de très important. Il a dit le Delaware, on va taper dessus. Donc, un des États américains qui est considéré comme un paradis fiscal. Par ailleurs, gardez toujours en tête que c'est de nouveau, comme vous le disiez au début, la phase immergée de l'iceberg. C'est une photographie à un instant T. C'est vous qui le disiez. C'est pas une image complète et exhaustive de l'évasion fiscale dans le monde. Et si on avait une liste complète, il y en aurait certainement beaucoup plus. Et il y en aura beaucoup plus. Donc à suivre. Merci à tous les trois. L'émission continue avec Xavier Mauduit, Jean-Mathieu Pernin, alias Tic et Tac. Après des intox, ce soir, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et les djihadistes français qui auraient été accueillis à bras ouverts par l'État français. L'élection présidentielle de 2017 est encore loin, mais la sécurité et le terrorisme sont déjà au cœur de la campagne. Et pour Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France, il faut tout changer, à commencer par l'accueil des djihadistes français présumés qui reviennent au pays. Vous avez 250 djihadistes qui ont été combattre avec nos ennemis. Ils ont sûrement décapité, tué. Ils reviennent en France et on les accueille bras ouverts. Accueillis à bras ouverts, écoutez, ils ne sont pas emprisonnés. Ils ne sont pas arrêtés. Attendez, les djihadistes sont vraiment accueillis à l'aéroport avec de petites pancartes « Bienvenue ». Début mars, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve estimait à 236 le nombre de djihadistes présumés revenus en France. Voilà bien le seul élément de vérité dans les élucubrations de Nicolas Dupont-Aignan, car sur tout le reste, le député de l'Essonne se trompe largement.
Sur les 236, 220 ont été immédiatement interpellés, soit plus de 9 sur 10 selon le ministère de l'Intérieur contacté par Désintox. Après interpellation, 143 ont été placés sous suivi judiciaire. Presque tous ont été mis en examen, sauf 13 qui ont été placés sous contrôle judiciaire. Une procédure variable où le juge peut obliger par exemple une personne à pointer à un commissariat ou remettre son passeport aux autorités. Sur les mises en examen, 74 ont été immédiatement placés derrière les barreaux. À ce jour, seuls 93 sur les 236 ont été laissés libres car les juges n'avaient pas assez d'éléments pour les mettre en examen. Mais la majorité ont été entendus à leur arrivée par la DGSI et tous sont encore surveillés par les renseignements français. À bras ouverts, vous avez dit ? Merci Désintox. Bon.